À tous, on va commencer rapidement si possible. Merci d'éteindre les téléphones portables. On va commencer parce que on est toujours un petit peu à court dans le temps, surtout avec Pascal Horry. Alors c'est donc on se retrouve autour c'est une anthologie d'une certaine façon. Hein, c'est un livre qui réunit sur une dizaine de textes, enfin une dizaine de textes, 4 ouvrages, c'est ça, qui réunissent 10 textes sur une quarantaine d'années. Vous avez commencé dans les années 70. Donc c'est difficile en 3 quarts d'heure. On va garder un petit quart d'heure pour les questions et réponses. C'est difficile, il fait à peu près 1000 pages. Alors, il fait 1000 pages, c'est un pavé, hein, comme vous le voyez, mais je tiens à dire pour les futurs lecteurs que la lecture est vraiment très très agréable, comme à son habitude. Pascal Horry a une écriture extrêmement agile, a une pensée en mouvement permanente. Enfin, c'est un vrai bonheur. Donc, n'ayez pas peur, hein, ne reculez pas devant le pavé. C'est écrit petit, mais ça va, ça le fait. On va diviser cette rencontre en 3 morceaux. Alors d'abord, première question, vous avez commencé cette anthologie par Peuple souverain. Est-ce qu'il y a une raison particulière en fait ? Ah oui, absolument. Donc bonjour à toutes et à tous. Vous connaissez sans doute pour la plupart, voire pour toutes et tous, la collection bouquins, le principe de la collection bouquins, qui est un principe souvent anthologique. Parfois c'est le dictionnaire. J'avais été très content dans cette collection diriger le dictionnaire des étrangers qui ont fait la France, auquel je tiens beaucoup. Donc là, c'est la version anthologique de la collection bouquins. Et Jean-Luc Barré, le directeur de cette collection, a une excellente idée, il y a déjà quelques années, d'envisager des anthologies d'auteurs vivants, et pas simplement morts, canoniques, etc. Et donc, quand il a eu l'idée, je l'en remercie, de se tourner vers moi, je lui ai proposé un ensemble de textes, déjà donc publiés, ayant entre eux un rapport au politique, d'abord, même si le culturel n'est pas complètement absent, mais ça, ce serait éventuellement un jour un autre bouquin, et de fait, dont la structure générative pourrait être le livre qui est paru au début du XXIe siècle, disons, sous le titre « Peuple souverain ». En 2017. Hein. Voilà, c'est même pas le début, c'est plus proche encore que ça. Et qui avait été précédé, effectivement, plus proche du début du XXIe siècle, par un ouvrage sur le fascisme. À cette occasion, j'ai modifié d'ailleurs le titre de l'ouvrage sur le fascisme, qui était « Du fascisme ». Et dans mon esprit, ça a toujours été 12 leçons sur le fascisme, un peu sur le modèle d'Antoine Pro et quelques autres. X leçons sur, pour conserver un côté non pas académique, mais en tout cas universitaire à la présentation. Donc 12 leçons sur le fascisme, avec une volonté, disons, un peu pédagogique. J'ai aussi modifié le sous-titre de Peuple souverain à cette occasion. Parce que, et vous l'avez changé comment alors ? En rétablissant le sous-titre que je souhaitais, mais l'éditeur, qui était un très grand éditeur, qui vient de sortir le tome 2 de ses mémoires, qui est Pierre Nora, n'était pas convaincu à l'époque par le sous-titre, qui pour moi était clair et donnait d'ailleurs la structure du livre. Donc évidemment, maintenant que Pierre Nora a tourné le dos, j'en ai profité pour rétablir mon sous-titre. Alors qui est ce côté obscur du peuple ? Non, c'est le sous-titre pour le peuple souverain. Pour Peuple souverain uniquement. Qui, pour moi, était populisme, radicalité, catastrophe. Je trouvais ça assez clair. Qui sont les parties principales. Ce sont les 3 parties du livre, hein, bien sûr. Bref, toujours est-il que ça permet ce genre d'anthologie non pas de réécrire, franchement, j'ai rien réécrit, sauf éventuellement un titre et un sous-titre, ce qui n'est pas négligeable. Et puis, effectivement, après ces 4 ouvrages, on pourra mentionner les 2 autres, mais enfin, on va se concentrer, je crois, sur Peuple souverain. Oui, c'est pour ça que votre réponse m'arrange, parce que je me suis concentré sur Peuple souverain, me disant que c'était un texte un peu racine duquel pouvait se déployer un certain nombre de questionnements. C'est pour ça que je l'ai mis en tête, alors qu'il n'est pas le plus ancien. Ça ne suit pas l'ordre chronologique de publication. Et, comme vous l'avez dit, une demi-douzaine de textes plus courts, et d'ailleurs plus récents, qui complètent, qui éclairent faut-il dire la thèse ? Oui, il y a quand même une thèse centrale qui réunit les 4 ouvrages, hein, à savoir alors, ce côté obscur du peuple.
C'est-à-dire que je pars du principe et de la notion que j'ai travaillée, je ne pense pas qu'on beaucoup la travaille, mais ça va peut-être venir, de démocratie autoritaire. On va y Voilà. revenir. Alors, évidemment, il y a une question qui se pose. Non, avant tout, je voulais vous demander, parce que j'ai vu que vous classiez vos ouvrages en 3 catégories, histoire, fable et conte. Alors, j'ai pas su comment ranger celui-ci, en fait, ou alors il est peut-être entre plusieurs... Par définition, il est pluriel, là, oui. Pour le coup, il mélange principalement des histoires avec quand même une fable. Mais je précise que ça fait longtemps que je donne cette structure-là. Je suis un peu systématique, quelque part. Donc, je crois qu'il faut distinguer des genres, quoi. Distinguer des tons, des styles, des projets. Et ce que j'ai appelé histoire au pluriel, attention, hein, au pluriel, ce sont les études historiques. Bon, ça représente quand même les 3/4 de ma production. Ensuite, ce que j'ai appelé les fables au pluriel, c'est ce que l'on appellera communément des essais. Et il y en a une, là, sur l'anarchisme de droite, qui, par son ton, s'apparente à ce qu'on appellera communément essai, que je préfère appeler fable. La fable, ça raconte une histoire avec une morale au bout. Je ne sais pas si vous avez constaté, en tout cas, modèle La Fontaine, quoi. Et puis, la troisième catégorie, qui n'est pas présente là, du moins pas officiellement, c'est la catégorie des contes. C-O-N-T-E-S. Des contes, c'est-à-dire appelons ça de la fiction. Voilà. Alors, on va répartir on va diviser notre petite réunion en 3 parties. On va se concentrer donc sur Peuple souverain. Ensuite, j'aimerais vous poser quelques questions sur les questions-réponses, justement, sur vos propres questions-réponses à la fin des 12 leçons sur le fascisme. Et puis, si vous en êtes d'accord, aborder des questions un peu d'actualité, parce que à l'aune de ce qu'on va dire là, il y a évidemment beaucoup de sujets que vous pouvez nous éclairer et puis donner votre point de vue. Je pense en particulier aux élections au Brésil, au retour du fascisme en Italie, en France, est-ce qu'on peut le dire aussi? Vous allez y répondre. Et puis aussi à la notion de peuple ukrainien en miroir du peuple russe. Je ne sais pas si on aura le temps d'aborder tout ça, mais enfin, on va essayer. Je vais faire de la publicité, ça pourrait être réabordé dans le Absolument. débat de la SCAM demain, qui s'interroge sur Ukraine, naissance d'une nation. Oui. Donc demain, à quelle heure c'est 14h, c'est ça, oui, 14h. D'accord, sur la question de l'Ukraine. Hein. Oui. Avec une rencontre... Le principe des débats de la SCAM, certains d'entre vous sont des habitués du débat de la SCAM, il y en a un par an depuis très longtemps, c'est de confronter le regard d'un ou d'une journaliste et d'un ou une historien ou historienne. Regard croisé. Alors, je vous cite, Pascal Horry, parce que la question de la définition du mot « peuple » se pose dès l'entrée, on va dire. Je vous cite, « En tant que fiction politique, le peuple se retrouve en bonne compagnie, aux côtés de celle de Dieu ou de la dynastie, du prolétariat ou de l'humanité. » Pourtant, vous l'utilisez dans votre titre. Alors, première question, qu'est-ce que c'est le peuple, finalement, pour vous? Comment vous le définiriez? La réflexion qui avait abouti en son temps, en effet plus proche que je ne me le rappelais, de peuple souverain, est liée à un simple constat. La grande révolution politique des temps modernes, il n'y en a qu'une. Alors, si on considère que les temps modernes, ça s'ébauche entre le XVIe et le XVIIIe siècle, et ça s'épanouit au XIXe, XXe, je ne sais pas si ça s'épanouit au XXIe, c'est la souveraineté populaire. Il n'y a pas plus important. Et ça n'allait pas de soi. Alors, on peut remonter au déluge, on peut remonter à des formes de, justement, démocratie, mais concentrons-nous sur ce mouvement qui part, on va dire, de la fin du Moyen-Âge, de la Renaissance, et qui aboutit déjà à des révolutions, mais pas toujours celles qu'on met en avant. La révolution, à mon avis, initiale de la souveraineté populaire, c'est celle dont on parle le moins, c'est la révolution néerlandaise du XVIe siècle. Oui, c'est un concept qui est accolé de souveraineté populaire, qui est accolé à celui de nation. On en a parlé l'année dernière. Et effectivement, là, on avait bien vu, avec vous, la généalogie qu'il y avait entre l'idée de nation et la question de la souveraineté populaire. Mais vous avancez un peu plus dans la définition, puisque vous parlez, une fois qu'on a abordé ce domaine-là, de démocratie libérale et de démocratie illibérale.
Je préfère dire autoritaire et éventuellement ouvrir la possibilité d'une troisième modalité, la démocratie totalitaire. Alors, oui, il y a ces trois concepts. Alors, c'est quoi la différence, en fait, entre la démocratie autoritaire et la démocratie totalitaire? Alors, entre autoritaire et totalitaire, moi, je vous dirais, pensez à la différence, pensez hypnotiquement à la différence entre la Russie de M. Poutine et l'Iran. Je pense que l'Iran fait partie des catégories totalitaires. Et on voit très bien pourquoi, parce qu'il y a un projet de transformation de l'être humain. L'homme nouveau, c'est une formule qui a été très officiellement défendue à l'époque fasciste, en Italie par exemple, ou des variantes d'homme nouveau en Allemagne, ça va de soi. On voit la différence avec une dictature, un régime autoritaire qui n'a pas ce projet-là. En tous les cas, c'est ce qui me permet de justifier que le terme de totalitaire ne soit pas rejeté dans les ténèbres extérieures au motif qui serait idéologique. Je précise que si la notion de totalitarisme, l'adjectif totalitaire ont été très utilisés, par exemple, à l'époque de la guerre froide, ce qui a contribué à crisper le débat, parce qu'évidemment, du coup, vous aviez un camp de la guerre froide qui mettait dans le même autre camp les fascismes et l'Union soviétique, par exemple. Donc on imagine bien que ça ne favorisait pas le succès du concept de totalitarisme dans certains milieux. Mais il faut bien préciser que c'est justement en Italie fasciste, que des adversaires de Mussolini ont repris la formule totalitaire qui est parfois présente dans le vocabulaire de Mussolini, qui n'est pas omniprésente, mais qui n'est pas absente, pour en faire effectivement un objet de réflexion, eux qui étaient des victimes des adversaires de Mussolini. Donc ça remonte bien avant la guerre froide. Donc le totalitarisme, pour moi, ne peut pas se confondre avec l'autoritarisme. Non, la vraie question, c'est l'apparente oxymore pour beaucoup de gens dans cette salle, d'accoquiner démocratie et autoritaire. Alors, une fois qu'on accepte ça, les bornes, quand les bornes sont franchies, il n'y a plus de limite, n'est-ce pas? Donc, on arriverait à démocratie totalitaire. Je soutiens que dans la définition de la démocratie, c'est pour ça qu'il faut revenir à souveraineté populaire. Les grandes déclarations américaines, françaises, etc. Et il y aurait beaucoup de choses à dire sur le moment où ça se cristallise dans des manifestes, des déclarations, etc. Dans la définition de la souveraineté populaire, où avez-vous vu que figure nécessairement la liberté? Absolument pas. Le peuple est souverain. Il peut être souverain dans l'applaudissement, l'enthousiasme pour un régime autoritaire. C'est un préjugé, alors là pour le coup philosophique, c'est même plus idéologique que de dire, évidemment, le peuple ne peut que souhaiter la liberté qui serait sa propre unité. Mais où est-ce qu'on a vu ça en histoire? Ça ne se vérifie pas du tout. Et les Français devraient le savoir, puisqu'ils ont quasiment contribué à inventer, en tous les cas, à donner une figure définitive à la démocratie autoritaire. Ça s'appelle Napoléon Bonaparte. Napoléon Bonaparte, il est pas... C'est ce que vous appelez des dictatures, vous. Mais peu importe. Ce qui est intéressant, c'est qu'il se réclame de la souveraineté populaire. Je laisse de côté dictature. Ce qui m'intéresse, c'est souveraineté populaire. Si c'est ça la grande révolution qui fait qu'aujourd'hui, 95% des États-nations du monde sont fondés sur la souveraineté populaire. Hein. Je parlais de l'Iran tout à l'heure. J'avais pris quand même un certain temps, une certaine énergie pour analyser de près la constitution de la République islamique d'Iran. Elle est entièrement fondée sur la souveraineté populaire. Attention. Hein. C'est ça la grande différence avec l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite n'appartient pas à cet univers-là. Mais la République islamique, le mot est important, oui. est sur une autre planète par rapport à l'Arabie saoudite. Hein. L'Arabie saoudite, c'est effectivement le monde d'avant, même s'il est reconstitué en 1930, mais c'est le monde d'avant. Et la souveraineté populaire, et là, dans le préambule de la constitution iranienne, vous avez l'idée très claire que le peuple iranien s'est révolté contre un despote. Vous remplacez Shah d'Iran par Louis XVI, ça fonctionne, ou par un autre souverain. Donc, Napoléon Bonaparte, c'est quelqu'un qui n'est pas empereur de France, qui est empereur des Français, qui régulièrement, et le neveu Napoléon III, il recourra plus systématiquement, fait appel au peuple de multiples façons, entre autres par le fameux plébiscite, traduisant en langage plus moderne un référendum. Et il y a tout un discours sous le Second Empire. D'ailleurs, grâce à Alain Corbin, j'avais compris qu'il ne fallait pas dire Second Empire, mais Empire. Ah oui, c'est l'Empire qui simplement s'était un peu éclipsé et qui est restauré quelques décennies plus tard. Et c'est très cohérent. Et les idéologues de l'Empire disaient bien que eux, ils étaient une vraie démocratie. Que le futur Napoléon III a pris tous les pouvoirs en ne respectant pas son serment. Donc vraiment, le coup d'État
dictatorial classique en rétablissant le suffrage universel, ce qu'on ne dit jamais. Il rétablit le suffrage universel. C'est-à-dire, à la minute même où il prend tous les pouvoirs, il dit au peuple, je rétablis le suffrage universel, parce que le suffrage universel de 1848 n'était plus le suffrage réel de 1851. Enfin bref, il n'y a pas de contradiction fondamentale entre la notion de démocratie, fondée sur la souveraineté populaire, et le fait que ça aboutisse à des régimes autoritaires. Alors, deux points. Historiquement, les premières démocraties totalitaires et les premières démocraties autoritaires, vous les voyez quand? Alors, je mentionnais tout à l'heure, puisque j'y reviens dans le livre, bon, on est obligé d'être schématique par rapport au développement de tout un livre, qu'il faut interroger ces expériences pré-modernes intéressantes qui s'appellent, par exemple, le tyran grec ou les populares romains. Alors, je ne vais pas faire un cours là-dessus, d'autant plus que je ne suis pas antiquiste, mais il est tout à fait évident que si vous vous plongez avec cette idée que la démocratie n'est pas contradictoire avec la notion d'autoritarisme, puis j'aurais presque envie de décliner d'autres formules, qu'on parle de dictateur ou pas. Dictateur, je rappelle, ça appartient à la culture politique romaine, c'est se pencher sur les tyrans grecs. Les tyrans grecs, ce sont modèles standards, hein. C'est nuancé, bien sûr, c'est à nuancer. Ce sont des fortes personnalités qui s'emparent du pouvoir en adressant à la communauté politique qu'on peut appeler le démos, enfin bon, donc au peuple de la cité en question, quelle que soit la cité, un discours consistant à dire « Moi, peuple, je viens de chez vous et je vous donne le pouvoir en le gardant pour moi contre les élites. » Et ça va se retrouver. Ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver après. Oui, ça va se retrouver quand même dans les débats de la République romaine finissante. C'est Marius. C'est pas le Marius de Marcel Pagnol. Hein, c'est Marius. Bien que s'il y a des prénoms, Marius en Provence, c'est pas par hasard. Donc, c'est Marius. Et c'est Jules César, qui est un peu l'héritier de Marius. Donc, c'est très intéressant de voir que, évidemment, ces sociétés politiques qui paraissent à la fois très loin de nous, mais qui nous donnent des signes. Des diapasons. Voilà. La crise de la République romaine, je trouve que c'est très, très moderne, c'est très contemporain, c'est très 21e siècle. Bref, moi, ce qui m'intéresse, c'est la relance de cette logique au siècle des Lumières qui aboutit à Napoléon Bonaparte, dont Madame de Staël, qui avait tout compris comme d'habitude, a dit que c'était Robespierre à cheval. Hein. C'est ça. Robespierre à cheval. Bah, ça dit tout. C'est-à-dire que vous êtes héritier de la Révolution, et c'est vrai que Bonaparte, en dehors du fait qu'il a eu sa période jacobine, mais c'est même pas ça la question, c'est presque anecdotique, c'est vraiment un héritier de la Révolution, mais dans un sens autoritaire, jusqu'à restaurer une monarchie. Donc c'est le cheval, Donc 50% Robespierre, 50% cheval. Là, vous avez tous les éléments de la démocratie populaire. Bien entendu, en fonction des cultures politiques de chaque pays, en Amérique latine, il y a des modalités en Europe centrale, qui vont changer un petit peu culturellement à chaque fois. Ça, vous y revenez par exemple, le rôle des militaires dans la culture politique latino-américaine. C'est ça. Alors, on y reviendra plus tard, mais justement, vous parlez de culture latino-américaine. Vous nous dites que c'est en Amérique du Sud que les premières mises en œuvre du populisme, concrètement, se sont effectuées, en fait. Alors, c'est à propos de l'Amérique latine que des politologues, entre autres français, mais pas seulement, ont parlé de populisme en faisant un cadre théorique général au-delà des quelques expériences qui s'auto-qualifiaient de populistes. Et en particulier le People's Party américain. Donc, il y a toujours un risque de confusion parce que si on pense qu'il y a un modèle populiste, et je le crois, et je donne une définition du modèle populiste dans le livre. On va y revenir. Mais si on le croit, à ce moment-là, il ne faut pas se laisser égarer par quelques expériences façon People's Party, qui sont d'ailleurs très, très éphémères, très ambiguës dans leurs résultats, qu'on peut classer d'ailleurs à gauche et terminant dans le sud des États-Unis par des configurations problématiques. Non, il faut s'interroger sur ces expériences que sont par exemple le boulangisme en France. On va y revenir, parce que c'est un petit peu... Rebelote pour ce qui est de la France. À mon avis, la France cristallise avec Napoléon Bonaparte, 1 ou 3, la forme de la démocratie autoritaire. Mais le populisme, je pense que nous avons déjà un très bel exemple avec le mouvement du général Boulanger. On va y revenir, Pascal. J'avais une question justement sur la démocratie totalitaire et démocratie autoritaire. Vous nous dites qu'elles ont un point commun, je vous cite, « Quelles que soient les conditions de leur accession au pouvoir, les démocraties autoritaires et totalitaires auront en commun de faire appel à un agent politique ».
je voulais vous poser la question pour éclairer, c'est pour donner des indices, des outils par rapport à votre ouvrage. C'est quoi cet agent politique? Mais c'est forcément le peuple avec un grand P. Quand l'ancien leader, enfin l'ancien, il l'était une minute avant, grosso modo, ou quelques semaines avant, le précédemment leader de la gauche radicale italienne, qui s'appelle Benito Mussolini, d'ailleurs programmé pour être un leader de la gauche radicale, puisque quand on se prénomme Benito, c'est qu'on vient de l'ultra-gauche, évidemment. Oui, alors ça, vous pouvez le rappeler. C'est un hommage à Benito Juárez. Oui, il faut rappeler que c'était ses origines. Voilà, qui a réussi à chasser les Français. Enfin, bon. Donc le mythe juariste. Mais quand on est leader de la gauche radicale italienne, enfin de la principale tendance de la gauche radicale italienne en 1914, et qu'on commence à faire divergence, hein, c'est un petit peu le clinamen là, d'Épicure, l'atome commence à diverger, et qu'on va être ce qui s'appellera 4 ans plus tard, disons 5 ans plus tard, le fascisme, un fasciste, c'est en publiant un journal qui s'appelle Le Peuple d'Italie, Il Popolo d'Italie. Donc ça, c'est la réponse. Mais vous comprenez bien d'ailleurs qu'il y a des nuances entre quelqu'un qui met en avant Il Popolo et quelqu'un qui met en avant folk. Hein, parce que folk, c'est le peuple. C'est une autre racine, en fait, voilà. Quand même. Mais peu importe, parce que ce qui est intéressant, et ça rejoint l'autre ouvrage sur le fascisme, c'est qu'il y a des structures politiques analogues. C'est ça qui est intéressant. Vous parliez de divergences, et des divergences qu'on voit de chaque bord, hein, entre l'extrême droite et l'extrême gauche. Ça, vous revenez dessus lors d'un chapitre ou deux. Ces dérives-là sont fréquentes et elles sont finalement, vous les expliquez de façon assez logique finalement. Alors, dérive, c'est un jugement de valeur. Moi, ce que je constate... Oui, divergence, pardon. Parce que là, dans le modèle théorique du populisme que je défends, parce qu'il y a ceux qui disent ça n'existe pas, ceux qui disent il y a un populisme de gauche, un populisme de droite. Pour moi, le populisme ne peut pas être de gauche dans ma définition. En revanche, si on la suit, cette définition, on sait que c'est une droite radicale dans un style de gauche radicale. C'est ça. Et c'est pour ça que les premiers fascistes, quand on les étudie à la loupe, ça a été fait, viennent quand même majoritairement de la gauche au sens large, y compris du syndicalisme d'action directe, des choses comme ça, autour de Mussolini. De la même façon, autour de Boulanger, bon, mouvement pour moi populiste à la française. C'est un peu le premier exemple, on va dire. Oui, pour moi, oui, les années 1880. Eh bien, vous avez dans l'état-major de Boulanger, vous avez bien entendu des monarchistes populaires, c'est très important, qui ont compris que le suffrage universel, ça c'est le coup de génie des monarchistes populaires. Ils n'ont pas réussi leur coup en France, mais c'était tellement évident que si on était monarchiste, et même un peu radicalement monarchiste, il fallait être à fond pour le suffrage universel. Parce que le peuple, lui, est saint. Hein, ceux qui sont corrompus, enjuivés, c'est une partie de la classe bourgeoise, en réalité. Hein. Il y avait un discours anti-bourgeois, c'est chez les monarchistes-là. Le vrai peuple, il est dans les campagnes, bon, il suivra ses élites naturelles. Bon. Il y avait ces gens-là auprès de Boulanger. Mais les plus nombreux, enfin, ça se tenait, mais oui, légèrement plus nombreux, venaient de la commune. Ben oui, ce qui se dit jamais. Ben oui. En particulier, la moitié des blanquistes, au moins la moitié des blanquistes communards. Et c'est comme ça qu'on fait un bon mouvement populiste. Voilà. Et après, vous avez toutes les déclinaisons. Et ça, c'est une permanence, finalement. Vous ne comprenez rien au péronisme sans ça. Oui, mais ça, c'est une permanence qu'on va retrouver jusqu'à aujourd'hui, finalement, cette alliance. Oui, mais faut la travailler. C'est-à-dire C'est-à-dire que chaque mouvement politique qui rencontre un certain succès, donc un mouvement qui ne se limite pas à une expérience nationale, par exemple le populisme, a forcément un génie propre. Et le génie, c'est pas un jugement de valeur. C'est comme le génie du christianisme. Il y a un génie du populisme qui consiste, et on le voit bien en ce moment, puisqu'on peut parler de la Suède, de l'Italie, etc., c'est que vous aurez à ce moment-là un vote, puisqu'on est dans le suffrage populaire. Universel. Et universel, pareil. Enfin bon, après, l'entrée des femmes dans la notion d'universel, ce qui n'est pas le cas au début, bon, mais c'est pas fondamental pour la question, en revanche. Eh bien, dans ce vote, vous pouvez avoir, dans des sociétés de plus en plus labiles, hein, vous savez, l'hypothèse Zygmunt Bauman et les autres, qu'on est dans une société, un univers de plus en plus liquide. Eh bien, dans cette labilité, dans cette liquidité, vous avez une beaucoup plus grande facilité de transfert de vote, puisqu'on parle de souveraineté populaire, ça passe à un certain moment par ce qui s'appelle un vote,
d'une famille à l'autre, et parfois d'un extrême à l'autre. Parce que ce qui est intéressant dans la convergence populiste, donc je répète, une gauche radicale dans un style, une droite radicale dans un style de gauche radicale, c'est l'adjectif radical. Alors justement, la radicalité, vous nous dites, je vous cite, contrairement au populisme qui est d'essence politique, la mythologie radicale, là je vous cite, entretient d'étroits rapports avec le religieux. Donc c'est là où vous faites le distinguo en fait. Oui, parce que là, en creusant populisme, je rencontrais la démocratie autoritaire. Mais je rencontrais effectivement la notion de radicalité. Voilà. On pourrait peut-être distinguer radicalisme et radicalité. Alors là, il y a déjà des bibliothèques là-dessus. Et j'étais obligé de conclure, mais ce n'était pas mon idée de départ, qu'on ne pourrait rien comprendre aux logiques radicales dans l'histoire sans faire intervenir le religieux. Alors après, il faut se mettre d'accord sur le religieux. Alors, excusez-moi, je vous coupe, mais le religieux ou l'utopie ? Le religieux ou l'utopie ? Mais parce qu'il y a évidemment un lien, en quelque sorte. L'utopie, c'est pas par hasard si Thomas More, c'est le XVIe siècle. C'est-à-dire que c'est le moment où une forme de religion chrétienne entre en crise. Dieu sait si c'est quand même une crise, avec la réponse protestante, qui est sans doute d'ailleurs la réponse d'où sort la contre-proposition politique. Parce que d'une certaine façon, le libéralisme politique, le parlementarisme, pour moi, c'est très très lié au protestantisme. En tous les cas, à l'expérience anglo-saxonne. Ça, c'est une chose. Mais il est évident que l'utopie est quelque chose qui se cristallise à partir du XVIe siècle avec un nom, etc., mais qui permet de comprendre le fonctionnement de pas mal de mouvements religieux, par exemple au Moyen-Âge, c'est tout à fait évident. Avec souvent, d'ailleurs, un leader. Là, pour le coup, on peut ne pas galvauder le mot de charismatique. C'est ce que j'allais dire. Qui est galvaudé au XXIe siècle. Bon. Oui. Le rapport religieux est absolument il trouve certain, tout son sens, là. Et évidemment permet de comprendre, alors là, plus anecdotiquement, sauf que c'est une anecdote qui ces jours-ci pèse lourd, pour la logique et le génie du mouvement évangéliste. Parce que l'évangélisme, pour moi, c'est du populisme religieux. C'est le populisme du protestantisme. Entre autres. C'est d'ailleurs assez impressionnant, puisqu'on parle de religion, donc là, on fouille plus profond. De voir quand même qu'un pays comme le Guatemala, aux dernières nouvelles, est majoritairement évangéliste. Je ne me prononce pas sur le Brésil, mais... Bon, sur le Brésil, si, Bolsonaro s'est converti... Non, mais je veux dire, c'est pas forcément majoritaire, c'est c'est une grosse minorité. Mais au Guatemala, on arriverait à des proportions encore plus élevées. C'est impressionnant, puisque évidemment, tout discours sur l'Amérique latine devait partir il y a 50 ans de l'idée, culture catholique. Non, c'est plus compliqué que ça maintenant. Oui, ça se voit, le mouvement est clair depuis... Mais c'est relativement récent quand même, ça fait 30 ans à peu près, ou 40 ans. Oui, mais c'est parce que le génie du populisme est plein de ressources. C'est là où se retrouve oui, c'est ça. Plein de ressources. Donc il y a un côté un peu caméléonesque, si je puis dire, dans le populisme. Ça vaut pour le libéralisme, pour le socialisme aussi. Oui, le côté caméléon, ça permet de survivre. Pas plus, de toute façon, quelle que soit l'idéologie. Posez la question aux caméléons, ils seront d'accord. Alors pour le coup, est-ce que c'est pas par rapport à la question de l'utopie et aux premières utopies, vous parliez de Thomas More tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas eu une captation du politique sur un registre, un domaine qui relevait en réalité plus du littéraire, de l'imaginaire, voire de la satire? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de détournement? Est-ce que vous mettez pas dans le même sac en fait sous l'intitulé utopie des choses qui originellement sont assez différentes quand même et qui relèvent plus d'un détournement politique, non? De toute façon, c'est une catégorie politique utile, mais elle n'est pas centrale dans ma définition. Non, c'est ça. Ce qui m'intéresse, c'est la radicalité. Mais vous faites penser à quelque chose que nos contemporains, nous-mêmes, moi-même, etc., on a fini par découvrir, par admettre, quand on faisait de l'analyse politique. Je me rappelle que c'était les premiers travaux qui ont avancé ce mot, date de la fin du XXe siècle. C'est quand même relativement récent. C'est le mot d'émotion. Alors maintenant, tout le monde le répète. Presque trop, mais on avait un tel retard. Parce qu'il était évident que dans la logique du siècle des Lumières, on peut dire que l'agent politique, comme d'ailleurs l'agent économique, est un sujet rationnel. Parce que c'était des rationalistes qui avaient inventé la formule. Bon. Évidemment, l'émotionnel, ça faisait désordre, dans tous les sens du mot. On l'a mis sous le tapis. Maintenant, on voit bien, reprenons la question de l'évangélisme. C'est évident. Donc, on est dans l'émotionnel. Et cette fois-ci, c'est un peu dans la panique, les sciences politiques et les hommes politiques se réveillent en se disant « Mon Dieu, l'émotionnel ».
Alors il y a d'autres, mais alors est-ce que c'est propre ça à la radicalité? Vous dites que les radicalités sont basées sur la volonté et l'exemplarité. Mais ça, on pourrait le dire pour d'autres modèles politiques. Oui, mais ça c'est un passage qui est précédé par d'autres passages. Ce qui est intéressant, c'est de voir pourquoi il y a une logique qui consiste à dire il faut reprendre à la base, à la racine, radix, l'état de la société. Et ça, c'est intéressant parce que, n'étant pas un spécialiste des mouvements religieux dits sectaires, la secte, ce n'est jamais d'ailleurs qu'une communauté religieuse qui a échoué, quoi. Parce que, oui, je ne suis pas en train de faire la publicité des sectes, mais enfin, c'est purement... c'est une question de rapport de force. Et donc, on voit très bien qu'il y a ce discours qui va faire le succès, entre autres, du protestantisme. Mais le protestantisme va produire aussi bien la High Church anglicane que le mouvement évangéliste. À savoir qu'il faut revenir aux fondamentaux. Il y a toujours cette idée... Vous aurez constaté que plus un mouvement est révolutionnaire, plus il dit qu'il faut revenir à des fondamentaux antérieurs. Ça, c'est quand même assez classique. Oui, sur le plan religieux, c'est standard. C'est l'idée de l'âge d'or, finalement. Oui, là, c'est presque la dimension émotionnelle. Non, mais d'un point de vue intellectuel, ça consiste à dire nous faisons fausse route. Oui. On va retourner, c'est même pas au passé, on va retourner vraiment à la racine. Et là, tout sera mieux. Bien entendu, nous sommes les représentants, paradoxalement, d'un passé qui justifie le futur. C'est un petit peu comme les avant-gardes. Je vous fais remarquer que dans le discours avant-gardiste, ça m'avait... Avant-garde culturelle, vous dites. Ouais, culturelle. Alors ça, il y a tout un partie. C'est important, on va aborder ça. La métaphore de l'avant-garde vaut d'abord sur le plan politique. Baudelaire s'est déchaîné contre la notion d'avant-garde, de façon très, très ironique, très hostile. Mais alors, attendez, Pascal, avant d'aborder la question de l'avant-garde culturelle, il y a une notion qu'on a oubliée au passage, et c'est ce que vous répétez, c'est la notion de la guerre, c'est-à-dire la relation entre le fascisme et la guerre. Et vous rappelez d'ailleurs que dans certaines avant-gardes culturelles, il y a toute une sémantique, tout un vocabulaire qui relève de la guerre. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus? Alors, pour répondre à votre question, je suis obligé de remonter oui, celle que j'étais en train de traiter en disant que ce qui m'avait frappé, c'est qu'en travaillant sur des avant-gardes culturelles, qui peuvent entretenir par ailleurs un rapport étroit avec les avant-gardes politiques, le moment où, par exemple, le surréalisme n'est plus l'objet d'un manifeste, mais que le manifeste suivant, c'est le surréalisme au service de la Révolution. Ce qui a fait descendre d'ailleurs certains surréalistes du wagon. Bon, ils ont dit, ah ben non, le surréalisme ne va pas être au service même d'une révolution. Bon. Et les avant-gardes culturelles sont extraordinairement rétrospectives. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'elles aiment bien, et les avant-gardes politiques aussi, mais ce qui m'intéresse, c'est dans le cas des avant-gardes culturelles, se retrouver des prédécesseurs, des ancêtres, etc., qui éclairent le rôle de l'avant-garde. On ne s'attend pas forcément à ça, mais réfléchissez-y. Par exemple, le mouvement surréaliste, si je vous pose des questions sur l'anthologie de l'humour noir, par exemple, d'André Breton, c'est une anthologie consistant à dire, mais nous avons des prédécesseurs. Enfin bon, donc ça étant posé. Et c'est bon pour toutes les avant-gardes, ça? Disons que par exemple, pour les futuristes, est-ce que... oui, alors ça c'est absolument évident. Non, mais alors, les futuristes, c'était pour répondre à l'autre question plus récente que vous me posiez. Évidemment, les manifestes futuristes, puisqu'il y en a une demi-douzaine, sont des manifestes qui exaltent une sorte d'énergie vitale qui va se traduire, entre autres, par une célébration de la guerre, et tout ça avant la guerre de 14, comme par hasard. Et comme par hasard, vous retrouvez dans le petit noyau fondateur du fascisme italien un certain nombre de futuristes. Et même Marinetti a même terminé sénateur classique du régime. Mais même au-delà du cas de Marinetti. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le futurisme n'intéresse pas beaucoup les Français. On le connaît un peu mieux maintenant, parce qu'il est d'origine italienne. D'une certaine façon, il antécède le surréalisme. On peut dire qu'une bonne partie de l'activisme surréaliste, c'est du copier-coller de l'activisme futuriste. Mais après tout, le futurisme est presque né autant en France qu'en Italie, parce que Marinetti est un Italien, mais c'est un Italien, j'allais dire, d'outre-mer, à la limite. D'autre part, c'est un Italien qui vit beaucoup en France à ce moment-là. Et c'est quand le manifeste futuriste est publié en français qu'il est lancé, alors qu'il a d'abord été publié en italien en Italie. Bref, les Français ne sont pas beaucoup intéressés au futurisme, mais le futurisme permet de comprendre cette grande avant-garde culturelle qu'est le surréalisme, qui a donc entretenu un rapport avec le politique tout à fait passionnant, évidemment, même standard, en étant
un moment en situation de compagnon de route du léninisme. Et puis, c'est allé au-delà, parce qu'effectivement, à la recherche de la radicalité, on ne peut pas s'arrêter à Staline, parce que ce n'est plus Lénine, c'est Staline, et on va chercher Trotsky, ça c'est tout à fait logique. Mais au-delà de ça, vous avez cette idée que la guerre est évidemment pour... Alors, revenons-en au populisme, et en particulier à cette forme extrême du populisme qui est pour moi le fascisme, il fait partie de la famille, bien sûr. Il est évident que quand je pose, vous évoquiez cette hypothèse, quand je pose un certain nombre de questions à la fin du livre sur le fascisme, je pose la question inévitable, enfin du moins si on fait intelligemment son travail, l'historien, le fascisme vient-il de la gauche ou de la droite? Ou de la droite. Après ce que je viens de dire. Eh ben, je réponds, il vient de la guerre. C'est ça. Parce que c'est la guerre qui cristallise le fait que gauche-droite, après ce qui se passe, ça n'a plus de sens. Ça, c'est en tous les cas la version fasciste. Alors vous avez prononcé un mot qui revient souvent, enfin il y a deux mots sur lesquels je voulais vous interroger, qui reviennent souvent dans votre ouvrage, c'est le mot énergie. Et vous mettez en relation, vous dites que c'est, enfin je caricature un peu, mais vous allez nous le dire mieux que ça, que c'est l'énergie qui permet la circulation entre les extrêmes, si je puis dire. Donc vous allez nous éclairer sur cette notion-là. Et il y a un autre terme qui revient et que je trouve très intéressant, parce que ça pourrait même donner lieu enfin ça pourrait porter à des développements très, très intéressants, qui est la notion de miroir, d'effet miroir. C'est un mot qui revient souvent, où vous dites, en fait, on se retrouve dans des situations où les radicalités s'opposent en miroir, d'une certaine manière. Donc j'ai deux questions, là, je vous laisse répondre à la première. Vaste question. Je commencerai peut-être par la dernière. Oui. Par l'effet miroir, oui. L'effet miroir et la convergence des extrêmes. C'est ça. Alors ça provoque tout de suite des polémiques innombrables, ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez déjà la vérification de la convergence dans les êtres humains en eux-mêmes, dans le corps de ces êtres humains, qui peuvent passer, en effet, d'une radicalité à l'autre. Et ça ne date pas des réseaux sociaux d'aujourd'hui. Ça se vérifie très bien par exemple, le général... Oui, vous en donnez plein d'exemples. Hein. Oui, bien sûr. Ouais. Et tout simplement parce qu'il y a une structure intellectuelle, je ne dirais pas mentale, je ne sais pas ce que c'est une structure mentale, mais intellectuelle commune, qui est en effet la radicalité, et qu'on peut se reconnaître sur ce plan-là, y compris en passant son temps à polémiquer, ou un jour, d'ailleurs, en passant de l'un à l'autre. Nous avons quelques exemples intéressant. La figure du martyr, par exemple, est biface. Ah bah oui, là, on retrouve la radicalité. C'est-à-dire que vous avez des religions particulièrement martyrologiques. Hein. Bon, mais ça, il faudrait en parler longuement. Ouais. Je viens de citer l'Iran. Pour ceux d'entre vous qui s'intéressent un peu au chiisme, oui, là, on est en... Faites donc un voyage en Iran, vous comprendrez ce que c'est qu'un pays qui cultive le martyr. Ça. Alors j'extrapole, mais ça quand même, en vis-à-vis de la figure du martyr, il y a celle qui a émergé depuis quelques années. Alors je voulais vous poser la question parce que vous l'abordez pas, mais c'est la question de la figure du loup solitaire. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les actions de radicalité, ou est-ce que c'est un phénomène nouveau? Non, à la limite, aucun phénomène n'est nouveau, mais quelle est la manière dont une société s'en empare ou pas, ou laisse de côté, et quels sont les mots d'ailleurs qu'elle va utiliser. Loup solitaire, ça rejoindrait plutôt, je ne pensais pas qu'on en parlerait, le quatrième livre, qui est l'anarchisme de droite. L'anarchisme de droite. Parce que là, je maintiens que c'est un essai, donc une fable, et que c'était une manière pour moi de dire, écoutez, en politique, il y a des idéologies constituées avec un dogme, pour ne pas dire un dogmatisme. Et puis, vous avez des idéologies dont le génie, justement, c'est de ne surtout pas avoir de corpus dogmatique, surtout pas un ouvrage de référence auquel on va sans arrêt renvoyer de façon quasiment coranique ou biblique. Non. L'anarchisme de droite, pour moi, ça existe. C'est comme de ces oxymores. Évidemment, j'ai dédié ce livre aux anarchistes de gauche. Vous aimez bien les oxymores, hein, Pascal. Les êtres j'en ai repéré, pas sont mal. très oxymoriques. Il y en a un que j'ai beaucoup aimé, sur lequel on peut d'ailleurs, c'est une discussion à bâton rompu, mais celui que j'aime bien, c'est l'individualisme de masse. Ah bah ça me paraît fondamental. Est-ce que vous pouvez développer on ne reviendra pas sur les loups solitaires, visiblement. Mais donc... Si, finissez si vous voulez. Non, mais parce que ça peut rejoindre l'individualisme de masse. S'il y a un moteur des sociétés
moderne. Vous voyez, c'est du lourd, tout ça. Oh. Donc c'est très dangereux de fonctionner comme ça quand on est historien, parce que ça se fait pas. C'est l'individualisme. Je dis bien l'individualisme, c'est pas l'individu. Il faudrait organiser les rendez-vous de Blois toute une année, rien que sur la préhistoire. Et moi, j'aimerais bien que mes collègues préhistoriens me disent si ils excluent complètement l'hypothèse qu'il y avait des individus dans la préhistoire. Parce que moi, je suis persuadé qu'il y a toujours eu des individus. Donc, il y a des individus au moment des grottes de Lascaux. Sauf que nous avons, premièrement, une documentation qui... Un peu pauvre. Ouais. Et deuxièmement, on a aussi une idéologie, quelque part, à savoir, les sociétés étaient des sociétés communautaires, holistiques. Ouais. Alors, l'holisme sert à tout. Et puis, bon. Donc, laissons de côté l'individu. L'individualisme, c'est-à-dire la théorie qui magnifie le rôle de l'individu, c'est forcément, évidemment, moderne. Ça, pour le coup. Et là, rebelote, Renaissance, humanisme, protestantisme, tout ce qu'on veut. D'accord. Donc, vous avez l'individualisme. Mais la technologie de la communication, quelle que soit l'époque, à l'époque de Lascaux, ils ont une technologie de la communication qui doit être orale, par exemple. Bon, c'est de la technologie. Ou picturale. Oui, picturale, etc. Bon, gestuelle. Musicale, on le sait oui, maintenant. Oui, bien sûr. Eh bien, notre technologie de la communication a l'air, alors pour simplifier, puisqu'on parle beaucoup de Daniel Cohen, etc., donc du numérique, et à l'ère des réseaux sociaux, c'est un individualisme exacerbé. Je pense que si vous analysez n'importe quel phénomène dans l'histoire d'une dimension économique, culturelle ou politique, la clé de l'individualisme vous permet d'ouvrir pas mal de serrures, hein, franchement. Vous pouvez dire « Ah, mais je l'ai compris. Bon. » Mais tout ça se combine, alors oxymore ou pas, avec une massification croissante. Et donc le réseau social, je trouve, oui, c'est ça. C'est un peu la synthèse le terrain, de ça. Oui. C'est-à-dire des individus radicalisés. Il ne faut pas exagérer. Les réseaux sociaux ne sont pas tous des réseaux sectaires, en quelque sorte. Hein, bon, plusieurs d'entre vous sont associés à des réseaux sociaux qui sont très loin de cette image-là. Mais la catégorie, effectivement, radicale, hein, ou radicalisée des réseaux sociaux, c'est de l'individualisme de masse. Je pense que la Terre est plate, ou que les vaccins, ou que... Voilà. Et je vais forcément maintenant, avec la technologie de communication, trouver à l'autre bout du monde, par exemple au Brésil, oui. quelqu'un qui pense... Au fin fond de la... Oui. Donc, vous avez des hyper-individus qui sont hyper massifiés quelque part. Et ça marche. Parce que, on peut dire le ce qui est intéressant, oui, on peut dire aussi que la masse... Sinon, on ne serait plus là pour en parler. Oui. Et on pourrait dire aussi, dans une sorte de métaphore, mais que la masse, c'est individualisé aussi, d'une certaine manière. Enfin, c'est un jeu de... Oui, de toute façon, ce qui m'intéressait, c'était l'association de l'individualisme avec la masse, pour dire que c'est pas du tout contradictoire. Bien d'autres ont raisonné sur masse et puissance. Ah oui. Je vous conseille, puisque je citais Pierre Nora dans son tome 2, la page qu'il consacre à Elias Canetti. C'est extraordinaire. On va garder de temps, un petit peu de temps pour les questions-réponses. Évidemment, j'ai pas pu aborder tout ce que je voulais, mais je voulais juste vous demander, parce que ça n'a pas été très clair pour moi dans Peuple souverain. Est-ce que vous pensez, je vais vous poser la question de façon un peu, voilà, est-ce que vous pensez qu'il y a, parce que vous dites, je vous cite d'abord pour commencer, on va donc considérer successivement les 3 niveaux où se déploie cette énergie du désespoir, qui est la grande caractéristique du XXIe siècle débutant. Le déni des échecs antérieurs, la convergence des 2 grands modèles alternatifs et la puissance logique d'intérêt qui porte l'individu moderne à choisir avec vigueur le réabonnement à la catastrophe. Belle formule, mais la question sous-jacente, c'est est-ce que vous pensez qu'il y a un aller-retour entre l'expérience de démocratie libérale et du populisme, et qu'il y a une sorte d'alternance qui s'inscrit un peu peut-être dans des mouvements générationnels, je ne sais pas. Vous croyez en cette alternance-là? Je me suis posé la question. Je n'ai pas à croire ou pas croire à l'alternance, je crois au cycle. Oui, voilà, c'est ça. Et je pense qu'il y a eu, pour simplifier, mais comme dirait l'autre, il se pourrait que la vérité fût simple et pas compliquée. Vous avez eu, à travers le monde, mais évidemment avec un poids considérable joué par l'Occident et puis ensuite ce qui va être le monde communiste, puisque je commence là simplement à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on ne va pas remonter avant, vous avez l'entrée dans ce qui s'appellera les Trente Glorieuses pour un pays comme la France, mais pas que pour la France, à vrai dire, vous avez une ère progressiste.
Et quand je parlais d'avant-garde culturelle dans l'avant-garde politique, là aussi, c'est du copier-coller. Et là, vous avez 30 années à la louche. On s'en fiche, que ce soit 30, 35, 25. C'est de croire ou pas à cette notion de cycle. Vous avez une ère progressiste. Cette ère progressiste, on sait bien qu'elle est entrée en crise. Toutes ces aires épuisent leur virtualité au bout d'un certain temps. Et on est entré, avant même la chute du mur, dans ce que la chute du mur a cristallisé, à savoir une ère libérale. Oui, parce que je le rappelle, vous dites c'est en 89 que l'ère du populisme commence véritablement, qu'on rentre dans ce nouveau, qu'on bascule dans ce nouveau cycle. Parce que on ne voit pas que c'est ça encore. On pense que c'est une ère libérale, deuxième ère. Et on voit, les preuves sont multiples. Et par exemple, on ne voit pas que le libéral est intrinsèquement lié au national. Alors, prenez simplement la totalité des pays d'Europe centrale et orientale. Voilà. Ça concerne, on arrive à l'Ukraine. Donc, ère libérale, mais qui atteignant ses limites, va finalement accoucher de la troisième ère dans laquelle nous sommes, depuis grosso modo clairement le début du XXIe siècle, qui est l'ère populiste. Voilà. Donc oui, il y a vraiment un effet de cycle, on est d'accord. Ouais. Et on voit bien qu'à chaque fois, ces aires empruntent à l'ère précédente, retournent comme des crêpes un certain nombre de valeurs, etc., contredisent, mais... Il se rhabille un petit peu quand même. Pardon ? Il se rhabille un petit peu. Oui, mais parce que le contre est tout contre aussi, etc. Hein, ça, c'est clair. Et le populisme, on ne peut pas nier qu'il soit encore actuel. On peut se dire, ce troisième cycle va s'épuiser. Oui, il va sans doute s'épuiser. Je ne suis pas prophète. Mais pour l'instant... Il est en plein essor, en tout cas. Oui, et c'est pour ça que c'est assez absurde de se focaliser sur fascisme à propos de l'Italie, par exemple. Oui. Parce que, bien entendu, vous avez des mots qui sont absolument discrédités, et puis vous avez des configurations économiques et culturelles qui ne favorisent pas la résurrection pure et simple. Moi, je préfère utiliser populisme, parce que ça fonctionne pour l'Italie ou ça fonctionne pour la Suède, alors que fascisme, ça cristallise assez bêtement le débat. Étant bien entendu qu'à sa grande époque, le fascisme, lui, ramassait la mise, parce qu'une fois de plus, ça permettait la convergence des extrêmes. Merci Pascal Horry. On va passer peut-être, on a un petit 10 minutes, un quart d'heure pour des questions-réponses. Je sais pas comment. Oui, ben voilà, le micro. Merci, le micro est là. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, il y en a une tout au fond. Si vous voulez, je peux faire sans micro. Vous avez la voix forte, non, apparemment. Il faut respecter la technologie de la communication présente. Oui, alors, voilà, l'échange a été extraordinaire. Moi, j'ai lu dernièrement, je ne l'avais pas encore lu, Qu'est-ce qu'une nation ? Naissance d'une nation. Mais il y a un truc qui m'interpelle. Là, j'étais en plein... Alors, c'est peut-être que je suis fatigué. Hein. On a bu l'apéro hier avec les collègues. Ça arrive. Ouais. Donc, j'ai pas forcément l'esprit très clair, mais je vous suis complètement dans cette idée de cycle. Cependant, ces cycles ne me semblent pas refléter une réalité politique, mais politique dans le sens politique et social. Je m'explique. Là, on est dans un mouvement, dans un moment populiste. Vous l'avez décrit. Malgré tout, par exemple, en France, vous avez dans le monde politique, vous avez des partis, des vieux partis, dirait-on, mais qui veulent pas mourir, qui ne meurent pas. Je veux dire, le Parti socialiste ou à l'inverse, les Républicains, même affaiblis, continuent d'avoir une réalité dans l'expression démocratique. Alors après, est-ce qu'elle est autoritaire ? Est-ce qu'elle est... Voilà, c'est une autre question. Dans le monde associatif, où il y a une expression... regarde le festival où on est, là. Ce matin, c'est quand même assez extraordinaire. Vous soyez au château ou dans n'importe quel endroit du festival, on se bat pour entrer dans les conférences. On se bat, c'est une image. C'est étonnant, cette lutte, cette énergie collective qui s'inscrit dans des lieux de débat, pour le coup, très institutionnalisés, avec des femmes et des hommes qui sont reconnus, et fort heureusement, par des grades universitaires. Et finalement, ma question, c'est... La question. Comment vous l'analysez, ça, ces structures anciennes, juridiques, institutionnelles, comme le parti politique, comme l'association, comme le syndicat, qui certes sont affaiblis, mais à mon sens continuent d'avoir une réalité pour beaucoup de monde, quoi.
Merci. Compte tenu du temps dont on dispose, je vais être vraiment très schématique. On n'a pas du coup évoqué, évidemment, la première modalité de la démocratie, qui est la démocratie libérale. Et donc, si vous considérez la planète, parce que quand je parle de populisme, ne rabattez pas ça sur, bien sûr, la France, l'Europe, l'Occident. La plus grande démocratie du monde, puisque je maintiens que le mot démocratie est à prendre au sérieux, la plus grande démocratie du monde, entre guillemets, vous savez que c'est l'Inde. Et elle a à sa tête un populiste qui s'appelle Narendra Modi. Donc là aussi, c'est du lourd. Hein. On ne parle pas de ce qui se passe même en Italie ou en France. Donc, de toutes les façons, vous avez des sensibilités, des familles politiques, pour simplifier, libérales, social-démocrates, par exemple, et social-démocrates, etc., qui subsistent. Je vous signale d'ailleurs que s'interroger sur la survivance, par exemple, de la social-démocratie, c'est réservé à la France. Je vous signale que les sociaux-démocrates sont au pouvoir, pour l'instant, à Madrid ou à Lisbonne, bref. Donc, il y a une démocratie libérale qui a déposé dans beaucoup de pays, qui sont minoritaires à la surface de la Terre, si on considère la population, des institutions à caractère libéral, et en particulier parlementaire. L'une des particularités de la France étant qu'elle a une sorte de difficulté à intégrer le parlementarisme. Ce qui nous distingue de tous nos voisins. Vous prenez tous nos voisins géographiques, ils ont tous un régime parlementaire. Nous sommes le seul à avoir un régime qu'on va dire présidentiel. Certains parlent de monarchie républicaine, mais nous sommes les seuls. Donc c'est très intéressant de le dire, mais en même temps, on est vraiment très spéciaux. Hein, disons-le au passage. Ça mérite une étude, ce cher et vieux pays, comme disait le général. Bon, donc, qu'il y ait des lieux de débat, etc., ça tient au fait qu'il y a quand même des démocraties libérales qui fonctionnent. Mais ça représente la minorité de la population du monde. Si vous ajoutez toutes les formes de dictature, illibérales ou pas, etc., les régimes qui sont parfois dans le cas de la Russie ou de la Turquie, clairement passés du côté de la dictature, et vous considérez ça au niveau des populations, évidemment, des grands régimes encore totalitaires comme la Chine, la majorité des êtres humains sont gouvernés par des régimes autoritaires ou totalitaires. Donc, déjà, quand on parle de démocratie libérale, on parle d'une minorité. Après, la question, elle ne se pose pas, à mon avis, dans les rendez-vous de Blois, avec leur atmosphère tellement sympathique de débat, etc. Elle se pose dans les astres. Hein. Désastre, c'est un trouble dans les astres, un désastre, étymologiquement parlant. C'est-à-dire que dans les astres, certains, par exemple, militants écologistes, nous disent que ça sent le brûler. Bon. Est-ce que, effectivement, cette hypothèse est compatible avec le maintien de la démocratie libérale? C'est une interrogation qu'on peut avoir. Comme je ne suis pas prophète, je ne suis pas en train de vous dire que fatalement tout ça va aboutir à des formes autoritaires. Mais c'est pas exclu. Voilà, tout ce qu'on peut dire. C'est pas exclu. Vaste problème. D'autres questions? Je vois rien. J'ai les spots. Oui, je vois quelqu'un qui brandit des livres, je crois. Alors justement, ça c'est un rendez-vous, merci. Oui, bonne question. Bonne question. Enfin, c'est une information plutôt. Mais... Donc, Pascal Horry dédicacera cet ouvrage cet après-midi, si je ne me trompe pas, de 15 à 16 heures à la librairie historique, sur le stand 33. On a abordé, alors je tiens vraiment à le dire avant de clore, on a abordé un millième de l'ouvrage. Un 500e. Oui, un 500e. Donc beaucoup de choses à découvrir encore. Il y a plein de sujets. Enfin voilà, moi j'ai utilisé à peine un quart de mes notes. Pascal Horry, vous voulez conclure? J'aurais pu conclure en donnant la parole à madame, puisqu'elle avait levé la main. Mais... Ah, pardon, madame. Non, mais... Oui, on va vous donner un micro. Est-ce que tout le monde a entendu la question? Alors, cette notion d'émotion mériterait d'être retravaillée, donc j'ai 30 secondes pour la retravailler. Vous connaissez tous et tous, et j'espère que vous avez aimé l'œuvre d'Alain Corbin, par exemple. Donc il est évident que l'être humain se définit, entre autres, par ses émotions. Et ces émotions ont été traitées pendant très longtemps de façon très condescendante par l'historiographie, puisqu'elle aussi, comme la science politique,
avaient des préjugés, j'appellerais ça des préjugés rationalistes. Donc, dès qu'on était devant l'émotion, là, panique à bord. Et mépris même, on peut dire. Mépris, c'est exactement comme les travaux sur le corps. Le rapport avec l'émotion est évident. Les travaux sur le corps, je m'étais permis de dire, en travaillant sur, en l'espèce, le bronzage à titre d'exemple, que, évidemment, chacun savait que les savants n'avaient pas de corps. Hein. Voilà. Et donc, s'intéresser au corps, c'était vulgaire, c'était un peu populaire aussi, et c'était quand même quelque part dangereux. Donc s'intéresser à l'émotion, c'est un peu la même chose. Je crois qu'aujourd'hui, on a des travaux scientifiques, enfin, au sens de sciences dures, entre guillemets, parce que nous sommes des représentants des sciences molles ici, bon, bien sûr. Donc on a des travaux de plus en plus sérieux sur l'émotion, hein, dans les sciences cognitives, etc., nous disent des choses très intéressantes là-dessus, et on voit bien à quel point l'être humain ne peut pas se résumer à cette apparence de rationalité qui justifie quand même, par exemple, le droit de vote, l'urne et tout le reste. Hein, donc ça engage de penser qu'on a des agents rationnels. Et on est obligé de tenir compte, effectivement, de ce côté obscur-là, pas simplement du peuple, mais de chacun d'entre nous. J'ai envie de poursuivre la question, justement, de madame. C'est dans la figure charismatique, on a bien vu que ces figures du populisme, elles étaient colériques, outrancières, qu'il y avait un côté, qu'elles crisaient régulièrement. Enfin, il y a quand même, justement, les émotions sont prises. Mais on peut se demander s'il n'y a pas une forme d'identification de la part d'une partie de la population à cette hystérisation du comportement ou à ces revirements, est-ce qu'il y a quelque chose un transfert ou une fascination qui relève justement de l'expression émotionnelle? De toute façon, dans tout système politique, vous avez forcément une part d'identification entre, j'allais dire, le dominant, l'élite, et puis, alors ce qui n'est pas le peuple au départ, mais qui le deviendra, ça c'est une chose. Mais il faut se garder, dans votre phrase, il y a quelque chose un peu condescendant à l'égard de ces gens-là, parce que vous n'en faites pas partie, évidemment. Vous ne cédez jamais à l'émotion. C'est bien connu. Si, mais pas celle-là. Mais ça demeure de l'émotion. Ouais. Non, mais je crois que plus on avance, plus on se rend bien compte que nous expérimentons sans arrêt des systèmes, en particulier des systèmes politiques, qui ont l'air de se ressembler, mais qui sont profondément transformés par, en particulier, d'ailleurs, la technologie de la communication, et puis la connaissance que l'on peut avoir de cet individu. D'une certaine façon, on a quand même progressé dans la connaissance de l'individu, comme on a progressé dans la connaissance de la masse, hein, puisque je pense qu'il faut tenir les deux en permanence. La question est de savoir si tout ça se termine, parce qu'on a oublié le mot catastrophe, hein, qui était le troisième. Alors je rappelle que la catastrophe, c'est bien entendu la culture grecque, c'est le théâtre, c'est le retournement qui donne du sens à la pièce. Donc, évidemment, je nous souhaite à tous, dans les prochaines années, un bon retournement qui donnera du sens à notre existence, et pas un mauvais retournement qui existe quand même dans beaucoup de tragédies grecques. Justement, peut-être... Il y a un micro là. Ouais. Merci beaucoup. Nicolas Prissette, je suis journaliste, je dirige un média en ligne qui s'appelle fondamental.fr. Une question peut-être pour aller un tout petit peu plus loin par rapport à ce que vous venez de dire. Vous avez très bien expliqué ce qui pouvait être les lignes de force du populisme. Mais si on s'intéresse à leurs lignes de faiblesse et donc à leur potentiel déclin un jour, quelles seraient-elles? Est-ce que vous pouvez identifier le point faible principal du populisme? De toute façon, je ne suis pas en train de pronostiquer la victoire absolue du populisme. Je constate ces victoires relatives. Mais on aurait pu dire la même chose pour le libéralisme dans l'ère précédente et le progressisme dans l'ère précédente, hein, bien entendu. Donc, il n'y a aucune raison que ce soit une solution qui s'enracine. D'ailleurs, on peut même penser qu'il y a, en effet, des faiblesses intrinsèques. Je pense qu'une de ces faiblesses, c'est justement l'ambiguïté du terme de peuple. Si on se réfère à ce peuple, mais qu'est-ce qu'on met dans le peuple, effectivement? Alors, vous aurez la tendance populiste standard qui va exclure, qui va plutôt procéder par exclusion, hein, l'étranger, telle catégorie. Bon. Mais si on est dans l'inclusion, ben, il est évident qu'on doit faire face très vite à des contradictions internes. Parce que moi, j'aime bien parler de société. Peuple, je le prends parce qu'on me l'offre. On ne peut rien raisonner en politique moderne sans tourner autour, voire pénétrer dans la notion de peuple. Mais moi, celle que j'aurais tendance à utiliser en tant qu'historien, et en particulier historien de la culture, c'est celle de société. Et les sociétés sont d'une complexité et d'une contradiction qui échappent aux populistes. Et du coup, par exemple, la déception
la déception de sociétés individualistes de masse est beaucoup plus rapide, vous l'imaginez bien. Donc, aujourd'hui, je simplifie, mais beaucoup de politologues sont quand même d'accord là-dessus, donc je m'engouffre dans la brèche. Vous avez une société qui fonctionne de plus en plus en termes de tests, presque d'expérimentation. J'ai testé tout, sans quoi vous ne comprenez rien au vote populiste d'anciens communistes, par exemple, en particulier dans des zones économiques, sociales abandonnées. Donc j'ai testé Lénine, là je teste tel leader populiste. Hein. Donc là, c'est quand même fragilisant pour le leader populiste, parce qu'on peut aussi, après avoir testé, détester. Hein. Voilà. Et est-ce que c'est ce que vous appelez, justement, là j'ai un extrait là mais je vais vérifier avec vous. Le vrai problème, je vous cite, le vrai problème de fond que se pose à lui-même le projet radical, qu'il soit populiste, marxiste ou religieux, et que son expérimentation dans l'espace moderne conduit aussi à des incohérences externes au modèle. C'est ça dont vous nous parlez là, quand vous le revirement, c'est les incohérences externes au modèle. Bien sûr, c'est-à-dire que de toute façon, toutes ces idéologies peinent à pouvoir rendre compte de tout. Et généralement, comme alors là, l'émotionnel, qui est l'émotionnel du chef à ce moment-là, parce qu'il ne faut pas oublier l'émotionnel du dictateur, et par ailleurs l'énergie dont on parlait, ça conduit quand même plutôt à des solutions, en effet, autoritaires. Mais les solutions autoritaires ont leur efficacité incontestable. Je pense qu'elles sont plus fragiles d'ailleurs que les solutions totalitaires. Je ne voudrais pas désespérer à la fois Boulogne, Billancourt, Blois, tout ça, mais vous aurez constaté qu'au moment où vous avez d'un côté, à la surface de la Terre, un certain Gorbatchev, de l'autre côté, vous avez les chars qui avancent sur la place Tiananmen. Et aujourd'hui, le régime qui reste, c'est la Chine. Hein, bon. Donc, la solution autoritaire a plein de vertus. Par exemple, d'écraser les étudiants sous les tanks. Ça, c'est une grande vertu, parce que le régime reste. Hein. 1989, c'est loin. Hein. Bon. Mais en même temps, ça peut quand même... Effectivement, quand le rapport de force se retourne, c'est peut-être ce qui arrive en ce moment à M. Poutine. Quand le rapport de force... Pour quelqu'un qui fonctionne au rapport de force, ce qui est quand même assez typique des dictateurs, quand ça se retourne, il est évident que ça s'appelle à ce moment-là la chute d'un régime. C'est la catastrophe. Et c'est la catastrophe. Alors, peut-être positive d'un certain point de vue. Une dernière question. J'aimerais savoir si le brio et la validité de vos analyses ne conduisent pas à un risque, un éventuel autre effet miroir non voulu, de valider la structuration politique telle qu'elle s'est constituée en France depuis 2017. Autrement dit, avec une espèce d'extrême centre qui rejetterait des populismes à gauche et à droite. Est-ce que, je ne dis pas que c'est ce que vous pensez, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une tendance à valider par vos analyses, à pouvoir valider par vos analyses cette structuration-là ? Je ne suis pas maître de l'usage qu'on peut faire de mes analyses. Voilà. Non, mais surtout, la limite que j'ai dès qu'on me cite, dès qu'on me ramène à la France, c'est que la France, et ce que je vais oser dire, c'est pas grand-chose. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui passe au niveau de la planète. Bon. Et je viens de dire que cette France est incroyable. Elle a un chemin politique assez spécifique. Elle est souvent même contre-cyclique. Hein. Contre-cyclique, à la limite, c'est la manière dont s'est déroulé mai 68 par rapport aux autres crises qu'on a. Moi, j'ai enseigné comme tout le monde qu'au même moment, au Mexique, en Allemagne, mais non, mais évidemment non. Le 68 français est intransposable. Bon. Contre-cyclique, l'élection de François Mitterrand. Puisqu'au même moment, c'est Mme Thatcher, M. Reagan, et j'ajoutais Khomeini. Donc, élire François Mitterrand, c'est contre-cyclique. Vous voyez, donc ce pays est très intéressant. Il m'intéresse ce que vous dites. Là, à mon avis, vous avez une expérience d'extrême centre qui est plutôt en train d'échouer. Mais c'est quand même très français. C'est pas transposable si facilement. Voilà tout ce que j'aurais tendance à dire. Donc je rappelle votre dédicace, Pascal, c'est cet après-midi entre 15h et 16h. Merci à vous.